Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village fait dodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Thomas, vous êtes papa de la petite Enoa. Et aujourd'hui, si vous intervenez sur le podcast, c'est parce que vous avez bénéficié d'un suivi sommeil avec Fedodo, avec Élise. Et puis, ça a changé beaucoup de choses dans votre vie. Et vous aviez envie de nous partager tout ça. Quand Enoa avait 9 mois, il y avait des troubles du sommeil, on va en parler. Et c'est à ce moment-là que vous aviez décidé de faire un suivi. Donc, bienvenue sur le podcast. Et puis, merci à vous de prendre ce temps pour témoigner et puis pour nous partager votre expérience. Bien, merci de m'accueillir. Oui, c'est un grand épisode de notre vie qui a révolutionné le sommeil de notre fille et puis le nôtre aussi, par effet de domino. Et oui, bien sûr. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, c'est peut-être que vous nous expliquiez ce qui se passait pour Enoa. Puisque trouble du sommeil, finalement, c'est assez vaste. Est-ce qu'elle avait des difficultés à s'endormir ? Est-ce que c'était les réveils nocturnes qui étaient difficiles ? Est-ce que c'était le sommeil de jour ? Bref, dites-nous un petit peu plus, qu'on puisse bien comprendre pourquoi c'était si difficile pour vous. Alors, je vais vous faire une petite histoire quand même au préalable. C'est que je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, Enoa, il s'avère que c'est la deuxième grossesse de mon épouse. Et la première n'était pas allée au bout. On avait dû faire une interruption médicale de grossesse. Et du coup, cette deuxième grossesse, elle a été un peu anxieuse pour nous, que ce soit pour ma femme à chaque échographie ou pour moi qui avait du mal à voir le bout puis à me mettre complètement dedans. Du coup, peut-être que ça a créé un lien un peu différent avec notre fille et que ça a eu un impact par la suite. Du coup, Enoa, elle est née par césarienne programmée en novembre 2020. Et puis, du coup, on a été très agréablement surpris de la voir. Enfin, on n'était pas surpris, mais on était content que ça soit enfin arrivé au bout. Et du coup, je pense que ça a créé un lien entre elle et nous. On était assez anxieux dès qu'il se passait quelque chose. La nuit, pareil, à toujours répondre très, très vite, en fait, à ses requêtes, parfois trop. Et du coup, comment ça s'est manifesté ? Dès ses premiers jours de vie, c'était impossible de la déposer dans un landau, dans un berceau. Il fallait qu'elle soit tout le temps dans nos bras. Elle ne pouvait s'endormir et rester endormie que dans les bras de ma femme ou dans les miens. Et du coup, ça a été très, très long les 3-4 premiers mois parce qu'on se relayait avec ma femme sur le canapé du salon où pendant qu'elle faisait une micro-sieste de 2-3 heures, moi, je la gardais sur le ventre, la petite. Et puis, on faisait des rotations comme ça pour essayer d'affronter les nuits. Et puis, à partir de 4 mois à peu près, on a commencé à dormir en cododo, enfin à essayer. Et puis là, la nuit, c'était des réveils intempestifs. Il fallait tout le temps lui mettre sa tétine, lui remettre toutes les 5-10 minutes pour qu'elle dorme. Et puis, dès qu'elle se réveillait, il fallait la réendormir. Elle s'endormait que dans nos bras. Donc, on passait 15, 20, 30, 40 minutes à la bercer pour qu'elle s'endorme. Pour qu'au final, dès qu'on la pose dans son lit, elle se réveille quasiment instantanément. Et on a fait ça pendant de 4 mois à 9 mois.
Et dès qu'il y avait une demi-heure de répit, on était ravis. On se disait, c'est mieux que rien. Jusqu'au jour, en fait, où au bout de 9 mois, et on s'est dit, on n'en peut plus. On était littéralement épuisés. On était vraiment au bout de nous-mêmes. Bien sûr. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez, vous, fait des recherches sur Internet par rapport au sommeil des bébés? Est-ce que vous aviez lu des livres? Est-ce que vous aviez déjà peut-être appliqué certaines méthodes? Je mets des guillemets parce que c'est vrai qu'il y a plein de méthodes avec des noms divers et variés. Où est-ce que vous en étiez, vous, dans votre chemin vis-à-vis du sommeil de bébé? Eh ben, en fait, ma femme s'était beaucoup mieux renseignée que moi, il faut dire, hein. Je sais pas si c'est lié aux hommes et aux femmes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle avait lu beaucoup plus de choses, s'était renseignée un peu plus que moi. Et moi, je me suis retrouvé à beaucoup suivre ce qu'elle voulait mettre en place, tout simplement. Que ça soit dans le fait d'apporter une réponse au bébé dès qu'il en a besoin. S'il fait un bruit ou qu'il nous appelle, c'est qu'il a besoin de nous. Et du coup, par exemple, dès qu'elle pleurait, on allait la chercher. On a essayé aussi très rapidement de ritualiser un peu le coucher du soir avec ce qu'on avait vu à droite, à gauche. Et puis, on a essayé, de l'entourer dans un linge. On a essayé de lui donner un doudou, la tétine. On a un peu tout essayé jusqu'à trouver une méthode qui était peu conventionnelle, mais il fallait que je m'endorme à côté d'elle avec ma main sur son ventre au final. Puis elle s'endormait comme ça. Puis elle se réveillait dès qu'elle perdait la tétine. Alors ça durait pas longtemps, mais du coup on a essayé un peu tout ce qu'on trouvait, de faire le bain avant de coucher, de le faire le matin, d'essayer de la fatiguer un peu. On a un peu tout essayé et on n'a jamais trouvé de solution adéquate. C'est pour cela qu'on vous a appelé, parce que c'était clairement, on se disait mais on s'en sortira jamais. On voyait vraiment pas le bout, hein. Pour le coup, on était irrités. Oui, mais 9 mois, c'est long. C'est long sans dormir. Donc, bien sûr, avec en plus l'impact de la dette de sommeil pour vous sur la patience, sur la gestion des émotions, puis du quotidien, bien évidemment. Donc, on peut imaginer, effectivement. Du coup, quand est-ce que vous avez vraiment pris connaissance? Quand est-ce que vous avez découvert Fedodo et les accompagnements que propose Fedodo? Alors ça devait être ma femme m'en a parlé fin juillet, début août, juste avant qu'on parte en vacances. Elle me dit, il y a ce programme-là que j'ai trouvé via Instagram. Est-ce que ça te tente? C'est un suivi de sommeil sur une période de 3 semaines, avec des appels réguliers. Elle m'a dit le prix, elle m'a dit le fonctionnement. Puis au départ, donc elle a trouvé ça sur Instagram. Et puis après, on en a discuté. J'ai écouté 2-3 podcasts de vous justement à cette période-là pour avoir un peu des retours, parce que c'est vrai que moi en tant qu'homme, quand elle m'a présenté ça, je me suis dit ça paraît un petit peu bizarre qu'au bout de 9 mois on n'ait pas trouvé une seule solution, et puis quelqu'un qui connaît ni notre fille ni notre fonctionnement arrive et puisse nous aider quasiment instantanément. Du coup, j'étais un petit peu pas opposé, mais dubitatif, on va dire, sur l'issue potentielle de ce programme. Et puis, clairement, de toute façon, c'était un peu notre dernière chance. On voyait pas d'autres solutions, hein. Et du coup, on a eu ce premier entretien téléphonique. Ma femme, en tout cas, l'a eu. Et puis, la personne qu'on avait eue au téléphone nous avait donné 2-3 petites pistes à faire sur les 3 semaines de vacances qu'on avait avant de commencer le programme. Et du coup, on avait déjà commencé un tout petit peu le programme avec ces quelques conseils. Et puis, voilà comment on est arrivé à débuter ce programme-là. Et c'est ce premier entretien qui vous a donné confiance dans le fait d'aller plus loin? Parce que donc les consultants de Fedodo proposent des entretiens d'une quinzaine, une vingtaine de minutes. D'après ce que je sais, c'est même plutôt 20-30 pour aussi comme donner un maximum d'informations. Et puis bien comprendre ce qui joue pour les familles. Est-ce que c'est ça qui vous a fait vous dire, bah oui, c'est fait pour moi? Vous aviez un petit peu compris la philosophie déjà qu'il y avait derrière et qui sous-tendait le programme? Ou alors vous vous êtes laissé un peu guider en vous disant, de toute façon, on n'a pas trop le choix? Pour ma part, en tout cas, c'était de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on soit aidé, qu'on nous donne un canevas à suivre, plus ou moins strict, et qu'on s'y tienne et qu'on essaye à 100% ce qu'on nous demande de faire
pour au moins qu'on se dise au bout des 3 semaines, si ça n'a pas fonctionné, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on nous a demandé de faire. Et si ça fonctionne, ben, tant mieux. Donc on s'est dit, on essaye, on suit à 300% ce qu'on nous demande. Si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, ben, on aura au moins essayé quelque chose. Et puis peut-être qu'on cherchera d'autres solutions. Donc on y allait avec beaucoup d'attentes, vraiment parce qu'on était au bout du rouleau. Mais en se disant, bah, si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave, on continuera à chercher. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Donc, et puis tant mieux, on verra plus tard que ça a bien fonctionné. Alors du coup, par quoi vous avez commencé? Ça a été quoi finalement le premier petit truc? Même si bien sûr, hein, je précise que pour chaque famille c'est différent et que bien évidemment les conseils sont adaptés à chaque famille, c'est évident. Mais pour vous, quel a été le coup vous savez, le déclic qui fait que ça, oula, je me rends vraiment compte, là, il y a quelque chose qui est en train de changer en fait dans notre vie. Ben, alors, avant le suivi de sommeil, c'est surtout qu'on n'avait plus aucune vie de couple et puis que c'était tendu très régulièrement et que même Enoa, elle était irritée, elle se développait de manière très très lente, elle rampait pas, elle faisait que chouiner. Du coup, c'est un peu un tout, un cumul. On se dit, on voit que notre fille, euh, elle est pas forcément reposée, elle n'est pas pleinement épanouie. On voit que nous aussi, on vit pas notre parentalité comme on l'aurait souhaité au départ. Quand on pose des questions en plus à nos proches ou quand tout le monde nous dit que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, de leur côté en tout cas, on n'a jamais connu aucun copain qui nous a dit que de leur côté, avec leurs enfants, c'était compliqué. Alors du coup, on se dit bon, bah, c'est peut-être nous qui faisons pas bien. Du coup, c'était pas évident. Disons que le début, les premiers mois de vie se sont pas passés comme on le pensait, comme on l'aurait rêvé. Mais on était quand même conscient de la chance qu'on avait d'avoir notre petite. C'est ce qu'on se rappelait, même quand c'était dur, c'est qu'on se dit, ben voilà, on a quand même eu beaucoup de mal à la voir. Ça n'a pas marché une première fois. Ça a mis du temps à arriver. Donc maintenant qu'elle est là, on ne peut pas être triste, même si on est fatigué, même si ça se passe pas comme prévu. Et puis, suite à ce petit entretien téléphonique, quand on est revenu de vacances, on a eu un long entretien en visio, qui a duré 1 heure ou 2, où c'était Élise qui nous a expliqué un peu le plan d'attaque. Et puis, moi, il y a eu 2-3 arguments qui ont fait mouche en me disant, ça, c'est ma conception de la chose, c'est comme ça que je voulais le faire au départ. J'aurais aimé, en tout cas, certaines choses, pas toutes, hein, qui me parlent, comme, par exemple, essayer de laisser Enoa un peu plus autonome dans son sommeil, dans le sens où si elle pleure, ne pas aller tout de suite la bercer pour lui... J'avais l'impression, en tout cas avec ma femme, qu'on lui donnait des réponses avant qu'elle ait émis une question. Et du coup, on n'était pas toujours d'accord avec mon épouse là-dessus. Et au final, Élise, elle a donné un cadre où c'était un cadre extérieur, ni moi ni ma femme qui le donnions. Et du coup, on devait suivre ce cadre-là. Et puis Tatiana, elle a retrouvé des infos qui lui convenaient dans ce qu'Élise avait dit, puis moi aussi. Et du coup, ça a réussi à mettre un peu plus de sérénité dans notre approche. J'aime beaucoup, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter une seconde sur ce que vous dites, Thomas. J'aime beaucoup ce que vous venez d'évoquer parce que je pense que c'est valable dans de nombreux domaines. Et finalement, souvent, quand il s'agit de sommeil des bébés et de parentalité, même au sens large, on a tendance à opposer des approches. Et en fin de compte, on se rend compte que eh bien, c'est quand justement on vient déjà être au plus près de ce qui correspond à nos valeurs et puis qu'on vient prendre certaines choses, l'adapter, ça passe par nos filtres en fait, et puis prendre peut-être d'autres choses d'une autre approche et que tout ça, on fait un espèce de mélange par rapport à ce qui nous parle et à ce qui fonctionne pour notre famille, que c'est le plus porteur. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et finalement, ce que Élise vous apportait, ça correspondait un peu à vous, un peu à votre compagne. Vous avez pu mettre ça par rapport aussi à Enoa, puisque bien sûr, ce sont des plans qui sont individualisés. Hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est important de le répéter. C'est vraiment propre à chaque famille. Et du coup, c'est ça qui a permis un équilibre, si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques arguments où j'ai regardé ma femme en lui disant, tu vois, c'est ce que j'aurais voulu mettre en place. On n'a pas pu le faire. Et puis l'inverse était vrai aussi. Alors sans reproche, hein, là on n'était plus au stade des reproches, mais se dire ouais, on aurait peut-être
presque à la fin, on se dit, mais en fait, on avait certaines solutions un peu nous-mêmes avant, et peut-être qu'en se faisant plus confiance sur certains sujets, on aurait pu, enfin, on le saura jamais maintenant, mais en tout cas, c'est sûr que ça nous a donné ce petit coup de fouet en disant, ben, écoutez-vous un peu plus, et faites-vous confiance aussi. Et puis, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et Élise, elle a vu vraiment moi, deux, trois expressions, deux, trois mots qui m'ont, ah oui, bah, ok, je comprends pourquoi on veut faire ce programme et pourquoi on va le faire. Et puis voilà, ça nous a remis en confiance aussi, tout simplement, en disant, ben voilà, il y a certaines choses qu'on faisait qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Et puis c'est comme ça a marché quasiment instantanément. Après, on s'est dit, ben tant mieux, quoi. Alors justement, quand vous dites quasiment instantanément, il s'est passé quoi? Le premier jour, la première nuit, la première semaine? Alors nous, ça a été vraiment très rapide, hein. La réussite du programme a été presque instantanée. En fait, en gros, ce que nous a expliqué Élise, c'était d'arriver à rendre autonome Enoa dans son sommeil. Pas dans sa capacité à se gérer la journée, mais arriver à créer un rituel pour le soir et puis même pour la journée, avec des temps d'éveil, avec le soir une espèce de protocole de coucher, pour qu'elle arrive à rentrer dans son sommeil avant d'y être presque, et qu'elle arrive à apprécier ce moment. Du coup, sans rentrer dans les détails du protocole, on a aussi enlevé tout ce qui pouvait l'empêcher de trouver son sommeil par elle-même. Donc, par exemple, la tétine, par exemple, on lui a donné un doudou aussi pour qu'elle puisse le retrouver dans le lit aisément, alors que la tétine, c'était compliqué. Alors, je fais une petite parenthèse. On a enregistré justement là récemment un entretien avec Caroline, où justement elle parle de la tétine. Et elle parle de la tétine, des stratégies de sommeil et de l'endormissement autonome. Et comme quoi, la tétine, c'est pas l'idée de dire non, c'est forcément tout mal, mais c'est que dans les stratégies de sommeil, ça peut venir empêcher l'enfant d'être autonome. Et puis, ça peut venir vraiment contrarier son sommeil et sa relation avec le sommeil. Donc, du coup, c'est intéressant là que vous en reparliez. Oui, mais exactement. Je suis pas en train de diaboliser la tétine, mais juste de dire que on pensait que c'était impossible qu'elle s'en passe. Et puis finalement, ce premier soir, là, ce premier coucher, on lui a retiré la tétine, on lui a donné le doudou. Et puis, je suis resté dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ça a été difficile pendant 45 bonnes minutes. Puis, elle s'est endormie. Et je suis sorti de la pièce. Donc, moi, j'étais éprouvé un petit peu parce que forcément, j'avais pas eu l'habitude de l'entendre pleurer. Si, mais aussi longuement et que ça soit, puis que je me restreigne à pas l'approcher et tout. Et puis au final, on s'est couché et le lendemain, elle n'a pas eu un réveil, elle s'est réveillée le lendemain matin à 8 heures. C'était la première fois qu'elle faisait le tour du cadran, quoi. 8 heures, pouf. Premier soir avec un petit peu de difficulté à s'endormir, mais dès le premier soir, ça a marché. Alors, du coup, on s'est dit, chouette. Donc, on en parle avec Élise le lendemain, et puis elle nous dit, c'est pas si fréquent, ça arrive, mais c'est pas si fréquent. Maintenant, il faudra voir au fur et à mesure des soirs comment ça se passe. Et finalement, le deuxième soir, 15 minutes. Le troisième soir, 5 minutes. Et puis depuis le quatrième soir, c'est bonne nuit, bisous sur le front, je reviens. Si tu as besoin, je sors, hop, et on n'a plus besoin quasiment d'y retourner, quoi. Et ça fait depuis août que c'est comme ça, et ça a mis dès le premier soir, ça a fonctionné en fait. Donc du coup, quand ça fonctionne dès le premier soir, ça nous a donné une confiance incroyable en nous, en le programme, et puis en Enoa aussi, en se disant, elle est peut-être beaucoup plus forte que ce qu'on pense, elle s'adapte beaucoup mieux. Et c'est peut-être nous qui lui avons créé des dépendances au départ à des objets dont elle n'avait pas forcément besoin. En tout cas, à 9 mois, peut-être qu'à 3 mois, elle avait besoin de certaines choses, mais qu'à 9 mois, elle n'en avait plus besoin et qu'on devait juste lui faire confiance et puis essayer de la mettre dans le meilleur contexte, quoi. Mais alors du coup, comment vous avez vécu ça dans le sens où vous nous avez dit là tout à l'heure, au tout début de notre échange, que c'était important pour vous et peut-être encore plus pour votre épouse d'être dans la réponse. Si Enoa pleure, c'est parce qu'elle exprime un besoin et donc il faut y répondre. Là, quand vous nous dites, du coup, on l'a laissé pleurer
pendant X temps au début, puis après ça a diminué. C'est quoi comment vous avez fait finalement pour gérer ça? Parce que ça semble deux opposés. Ouais. Et En surtout, est-ce que réellement vous l'avez laissé pleurer Alors, comment dire, sans la soutenir? euh, alors, tout simplement, c'est que moi, j'avais, au départ, justement, dans cette fameuse discussion avec Ellie, c'est que moi, j'étais plus pour la laisser pleurer un peu, la laisser trouver les solutions un peu toute seule. Et ma femme voulait apporter une réponse quasiment instantanée. Et du coup, Élise nous a suggéré que ça soit moi qui m'occupe des premiers couchers, parce que j'étais plus enclin à la laisser réclamer certaines choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est moi qui m'y suis, entre guillemets, collé les premiers soirs, parce que c'est pas que j'étais moins touché, mais c'est que j'étais un peu plus perméable à ces pleurs-là, et qu'au fond, je savais que c'était plus pour la bonne cause que juste la laisser pleurer pour la laisser pleurer. Et effectivement, ce premier soir, donc où ça a duré bien 45 minutes, en fait, on avait tout un suivi d'actions à suivre. Euh, l'une des seules consignes qu'on avait, c'était d'essayer de pas la prendre dans les bras pour pas recréer cette chose qu'on essaye de supprimer. Puis bon, ben moi j'ai essayé, j'ai lutté parce que c'était vraiment pour le coup, le premier soir, c'était un combat contre soi-même. Euh, Parce que c'était franchement, alors c'est un bon souvenir parce que ça a fonctionné, mais c'était difficile sur le moment. Et du coup, c'est moi qui suis allé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à pas craquer, en fait. Et puis, elle a réussi à s'endormir juste avant le seuil où il fallait faire une pause. Sortir, faire une pause, et puis, donc tant mieux. C'était bien passé. Donc en fait, si je comprends bien, quand vous dites que vous l'avez laissée pleurer pendant 45 minutes, finalement, vous étiez vraiment avec elle. Donc vous l'avez accompagnée dans son émotion et vous aviez un petit peu une boîte à outils à savoir, bon bah là, à tel moment, je pourrais faire ça, avec la seule consigne que finalement, elle ne se retrouve pas dans vos bras, parce que sinon, c'est comme si on mettait un peu le compteur à zéro. Et donc, vous pouviez l'accompagner avec des outils pour vous et pour elle, pour qu'elle puisse gérer ça et se rendre compte elle-même qu'elle était capable de s'endormir seule, en fait. C'est C'était ça? c'est exactement ça. C'est quand Élise nous avait donné une sorte de démarche, en tout cas 4 outils à utiliser en alternance, que ça soit avec de la respiration, certaines paroles, du silence complet aussi. On avait une série d'actions qu'on pouvait répéter. Et puis, on était quand même, les premiers soirs, assez proches du berceau, hein, enfin du lit. On était à 1 mètre du lit, donc elle savait qu'on était à côté, la petite. Oui, elle n'était pas toute seule, oui. Voilà, elle n'était pas toute seule. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du programme, au bout de 3 jours, on a supprimé un des outils, on a reculé un petit peu la chaise pour se retrouver. Voilà, donc elle a été accompagnée quand même pendant une dizaine de jours. Ça a été progressif, dans le sens, c'est pas maintenant, je la pose dans le lit, je lui fais un bisou sur le front, puis je m'en vais, et puis elle se réveille pas. Mais ça n'a pas été comme ça dès le début. Ça n'a pas été dès le premier soir aussi rude pour elle et pour nous. Ça a été progressif. Et tous les 3 jours, en fait, on rajoutait une difficulté pour nous, et puis on essayait de le rendre un peu plus sommaire pour elle, dans le sens où il y avait une étape en moins ou des choses un peu plus. On s'éloignait progressivement du lit pour qu'au bout d'une semaine, on soit plus dans la chambre quand elle s'endort, quoi. Et quelle place, à votre avis, avait l'intention que vous avez mis là-dedans? Est-ce que, enfin, je ne sais pas si c'est très clair ma question, je vais reformuler. Parfois, lorsqu'on est perdu par rapport aux pleurs de notre enfant, on n'arrive pas spécialement à focaliser notre intention sur quelque chose finalement. On ne sait pas trop en quoi on doit croire. Et puis à partir du moment où on suit quelque chose, eh bien notre intention, elle est vraiment ferme. Et ça, d'après ce que je constate et ce que j'ai souvent entendu des parents qui ont été mes invités sur le podcast, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que l'enfant ressent que le parent, il suit un chemin et qu'il ne dérogera pas. Et ça le rassure d'une certaine façon. Est-ce que vous avez eu ce ressenti-là? Euh, je pense que le choix du parent qui a été fait pour l'accompagner dans le coucher du soir, en tout cas c'était moi au début, a été fait dans ce sens. C'est-à-dire que on était tous les deux persuadés que ça allait marcher, mais surtout c'était moi le plus enclin à accepter en fait
l'humeur d'Enoa et puis ses pleurs ou ses protestations. On va pas appeler ça des pleurs, c'est plus des protestations par rapport au changement de d'habitude. Donc effectivement, c'est le fait que moi j'y suis allé, c'est parce que c'est peut-être moi le plus à même à supporter les protestations de notre fille. Et puis, comme je vous ai dit, comme dès le premier soir ça a fonctionné, dans le temps imparti, on s'est dit, bah, cool, ça fonctionne dès le premier soir. Donc, du coup, ça nous a donné encore plus confiance dans la suite. Et puis, on a été extrêmement rigoureux, presque de manière militaire, même encore aujourd'hui, hein, on s'astreint vraiment à plein de choses pour notre fille et pour nous aussi, parce que forcément, ça nous a réouvert des possibilités, quoi. Déjà de sommeil, mais de voir d'autres choses. Et du coup, voilà, entre cette première soirée et puis le fait que moi j'ai un caractère un peu plus, un peu moins réactif que ma femme, on va dire, sur ça en tout cas, ben ça a favorisé. Et puis la petite, elle le sentait, je pense, oui, bien évidemment. Vous nous aviez dit tout à l'heure que c'était compliqué pour elle d'être attentive, d'être dans la motricité aussi, qu'elle pleurait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle à partir du moment où elle a commencé à retrouver du sommeil, à se sentir plus apaisée dans son corps? J'imagine que là, il y a eu un waouh, un espèce de palier. Ça a été impressionnant, la vitesse de développement. Ben, jusqu'à 9 mois, elle faisait pas grand-chose. Alors, elle était très expressive, elle souriait, mais elle était vite bougon aussi. Et du jour au lendemain, elle a été... ça a vraiment changé, hein. C'était impressionnant. Déjà, au niveau physique et moteur, elle s'est développée très rapidement. C'est-à-dire jusqu'à 9 mois, elle faisait rien. On l'a posée dans un endroit, puis elle bougeait pas beaucoup. Et puis finalement, 2 mois après, elle marchait. Donc, à 9 mois, elle faisait pas grand-chose. Elle faisait pas de quatre pattes. On pouvait pas le laisser à plat ventre parce qu'elle détestait ça. Et 2 mois après, elle marchait. Et elle a commencé aussi à montrer un peu plus au niveau psychologique, un peu plus d'interaction avec les autres. Elle s'est développée assez rapidement, à vouloir regarder des livres, à jouer. Et puis maintenant, c'est une petite fille qui a 16 mois et qui adore les interactions, qui joue à la dinette. Bon, elle parle pas beaucoup, elle dit 3-4 mots, mais du coup, tant au niveau moteur qu'au niveau psychologique et puis au niveau de l'humeur, il y a eu un avant et un après. Alors c'est normal par rapport au développement de l'âge, mais quand on la voyait à 9 mois où on pouvait pas la poser à plat ventre, donc ça veut dire qu'elle faisait pas de quatre pattes, elle faisait rien. Puis 2 mois après, elle se met à marcher. Elle n'est pas passée par l'étape du quatre pattes, par exemple. Elle s'est dit, hop, debout. Elle s'est dit, j'ai pris du retard, je vais rattraper tout ça. Allez hop, on traîne pas. Ouais, c'est impressionnant. Et puis même après, elle a dû sentir, je pense que comme moi j'avais vraiment l'impression que c'était une éponge à émotions, notre fille. Et puis quand elle sentait que nous on était fatigués et tendus, ben elle était un peu irritée aussi. Et comme on s'est mis à dormir, on était plus reposés, elle aussi, et tout le climat autour s'est quand même adouci. Et puis je pense que ça a contribué vachement à son évolution, tant dans le sommeil que dans son développement, parce que elle a un climat autour d'elle qui est aujourd'hui assez apaisé, quoi. Thomas, qu'est-ce que aujourd'hui vous aimeriez dire aux parents là qui nous écoutent, dans le sens, là l'accompagnement ça a été vraiment quelque chose de fabuleux, en une nuit, ce que vous nous expliquiez là, ça a vraiment changé les choses. Mais sur Fedodo, Caroline et puis les consultantes proposent aussi des conférences sur différentes thématiques par rapport au sommeil des enfants, puis des ateliers pour les jeunes parents. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents de se former en amont, de se faire vraiment accompagner, d'aller piocher des informations sur des ateliers? Finalement, est-ce que vous auriez aimé faire ce travail-là en amont, ou est-ce que vraiment l'accompagnement, c'est pour vous le Graal? Pour moi, l'accompagnement, ça peut pas remplacer en fait les ateliers, parce que on a quelque chose de personnalisé qui est adapté à nous, à notre enfant. Ça veut dire ça peut pas être remplacé par des ateliers? Pour moi, non. Après, je peux me tromper, ce n'est que mon avis. En revanche, faire des ateliers en amont, avant, pour s'informer, ça peut être qu'un plus, bien évidemment. Moi, j'aurais aimé me renseigner un peu plus, avoir plus de billes pour pouvoir aider ma fille. Mais ça m'aurait enlevé aussi ce côté, je me fais confiance, je fais mes essais, je fais mes erreurs.
Et au final, peut-être qu'on aurait suivi un peu moins strictement le suivi. Donc, c'est difficile de repartir en arrière après ce qui s'est passé. Mais et puis c'est pas évident, vous savez, quand on suit des conseils qu'on a lus à droite, à gauche, qu'on a entendus, même si ça vient de la même personne, avec les déphasages de la communication, il peut s'avérer que Élise, elle nous dise quelque chose, Caroline nous dise la même chose mais formulée différemment, et du coup on le comprend différemment, et du coup on l'applique différemment. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile quand on a des conseils qui sont donnés pour le général, de les appliquer pour notre enfant, tout simplement. Et c'est pour ça que pour moi, le suivi a été salvateur. Et puis, on l'a conseillé à d'autres personnes après de notre entourage qui, au final, quand on leur a expliqué comment ça avait fonctionné, nous ont demandé clairement les contacts, quoi. Oui, il y en a plusieurs qui ont suivi. Hein. D'accord, oui. Oui, et puis comme ça, il n'y a pas besoin de faire cet effort de transposer. On a directement les choses qui sont adaptées à notre enfant. Et donc, du coup, vous avez d'autres parents aussi qui ont suivi on en a eu plusieurs. Alors, je ne sais pas si tous ont participé, mais en tout cas, le contact, je l'ai allègrement recommandé. Et puis, on a des copains pareils qui ont fait ça. Ils n'ont pas attendu 9 mois, ils ont attendu 3-4 mois, et puis hop, ils ont commencé direct. Oui, mais vous nous disiez tout à l'heure que dans votre entourage, il n'y avait pas de parents qui se posaient les mêmes questions, mais du coup, c'était, j'imagine, à la naissance d'Enoa. Non, c'était plus tard, mais il s'avère que quand après on a dit que ça fonctionnait et qu'ils voyaient un peu comment nous ça allait, comment la petite dormait, comment elle se développait, les langues ont commencé à se délier un tout petit peu. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si rose. C'était pas si rose partout. Et c'est un peu le souci qu'on a, c'est qu'on avait en tout cas avec Nono, c'est que presque on se sent par moments un peu démuni et presque on se dit un peu indigne, dans le sens pourquoi ça se passe partout bien et puis nous c'est dur. Et puis avec ma femme, on n'a jamais été du genre à se cacher des difficultés qu'on a rencontrées pour avoir la petite, quand la première grossesse s'est mal passée, quand la petite elle dormait pas, on s'en est jamais caché. Et le fait de trouver des solutions, au final, ça a permis à nos amis d'oser se confier plus facilement, quoi. Avant qu'on clôture cet échange, Thomas, est-ce que vous voulez juste nous parler très rapidement du sommeil de jour par rapport à Enoa? Parce que du coup, je me posais la question, là, ce que vous avez mis en place, que vous nous avez expliqué, c'était pour le coucher. Ouais. Finalement, est-ce que vous avez fait des choses qui sont très distinctes entre le jour, la nuit, pour qu'elle aussi, elle puisse trouver ses repères? Est-ce que elle avait un temps de sommeil de jour qui était suffisant? Combien de siestes? Comment ça s'est passé? En fait, Élise nous a recommandé de respecter des temps d'éveil entre chaque sieste et respecter également possiblement des temps de sieste. C'est-à-dire que après le réveil du matin, qui devait être aux alentours de 7h30, essayer de lui proposer une sieste à peu près 2 heures, 2h30 de temps d'éveil après le réveil. Donc, ce qui fait qu'on devait la coucher aux alentours des 9h30 le matin. Et puis, parfois un peu plus tard, parfois un peu avant, en fonction de son réveil, bien évidemment. Et du coup, on lui a proposé ces temps de sieste toutes les 2-3 heures en fonction de la journée. Et elle faisait minimum 2 siestes par jour. Et dès le début, pareil, elle a pris le pli. Alors, les siestes, il fallait parfois 10-15 minutes pour l'endormir. C'était pas exactement le même protocole, mais il y avait des similarités. Et puis, petit à petit, elle a apprécié, en fait, aller tout simplement à la sieste. Elle est en train de jouer. On voit qu'elle est fatiguée. On lui dit, tu veux aller à la sieste? Elle nous dit oui. Et puis, on l'amène. Et encore aujourd'hui, alors, elle fait plus autant de siestes qu'au départ parce que il y a la crèche, il y a plein de choses. Elle grandit aussi. Elle a 16 mois. Elle a plus les mêmes besoins physiologiques. Mais dès le début, on s'est astreint à ces 2 siestes-là. Donc, pour nous, c'était un petit peu un frein parce que forcément, il y avait la sieste du milieu de matinée. Donc, on pouvait rien faire avant le matin et puis rien faire après parce qu'il y avait après, il y avait le repas, puis la sieste de l'après-midi. Puis le soir, il fallait le protocole. Donc, au final, c'était, on était au rythme de la petite. Maintenant, ça se fluidifie un peu plus parce qu'il y a un peu moins la sieste du matin quand elle a la crèche. Donc, de temps en temps, on peut se permettre la liberté de se dire, ce matin, pas de crèche, on va se promener. Pas de sieste, on va se promener. Et du coup, elle a adoré ces temps de sieste et ça lui a fait du bien, quoi.
Elle adorait. Mais en fait, elle a trouvé une nouvelle relation avec le sommeil. Elle adore. Mais un petit peu comme nous, les adultes, hein. Ouais. Parfois, on a besoin d'avoir une bonne relation avec le sommeil et quand on l'a plus, ça devient difficile. Le fait d'attendre le moment du coucher, finalement. Et ça, elle a vraiment ressenti ce besoin maintenant de se reposer et cette paix qu'elle fait avec son sommeil, en fait. C'est exactement ça. Elle est contente et puis elle comprend dès qu'on passe la porte de la chambre que c'est pour aller dormir. Du coup, hop, elle met sur le bouton off et puis on la pose et puis elle fait sa sieste qui est plus ou moins longue. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été, c'est un moment qu'elle apprécie. Et puis même nous, c'est plus un moment qu'on redoute, le coucher, de la sieste ou du soir, parce qu'on sait que ça va être fluide. Alors de temps en temps, quand il y a une poussée dentaire, quand elle est un peu malade, bien évidemment que ça peut être un peu plus compliqué, mais globalement, c'est quand même un moment qu'elle apprécie. Et du coup, comme elle apprécie, nous, on l'apprécie aussi. Et puis c'est vachement plus facile, quoi. Super. Bah, c'était vraiment très intéressant de vous écouter, Thomas, par rapport à tout ça. Et puis de partager aussi certaines choses. Après, c'est toujours délicat de partager des conseils parce que, comme on le disait, c'est vraiment propre à chaque famille. Et ce qui a fonctionné pour Enoa pourrait ne pas fonctionner de la même façon, ou en tout cas, les conseils pourraient ne pas être les mêmes par rapport à d'autres familles. Je me permets de le préciser à nouveau parce que parfois, les parents peuvent se dire, ou nous disent, ah, c'est un peu frustrant, on aimerait bien savoir exactement ce qui s'est passé, mais en fait, à part faire un plan de sommeil personnalisé comme ce que vous avez eu, mais en fait, on peut malheureusement pas transposer. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution et puis de voir que finalement, on peut être très surpris par la rapidité de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous aviez envie de nous en parler. Alors, ce qui est rigolo dans votre témoignage, c'est que finalement, vous avez écouté des épisodes de Allo fait dodo avant de faire le suivi. Et ensuite, là, vous avez eu envie de nous en parler. Donc, c'est chouette, en fait. Il y a eu toute l'évolution pour vous. Et puis là, le fait que vous puissiez être là aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. Ah oui, oui, nous, c'est sûr. Après, c'est pour ça que pendant l'entretien, je me suis un peu gardé de donner les consignes qu'on avait parce que elles seront pas forcément identiques pour tout le monde. Bien sûr. Puis même depuis, nous, on donne pas forcément de conseils. On a lutté avant votre suivi pour y arriver, donc on se garde de donner des conseils. Et puis, j'avais écouté parce que je voulais me faire une idée, puis il y avait pas très peu d'idées de papa. Au final, très peu de retours de papa. Et je pense qu'une vision masculine peut être différente dans l'approche. Je dis pas que c'est une généralité, je dis juste que souvent les mamans se renseignent un petit peu plus que les papas sur certaines choses. Encore une fois, c'est pas une généralité, mais en tout cas dans notre groupe proche, c'est ce qui se passe la plupart du temps, quoi. Du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un retour de papa qui a une vision peut-être différente. Et du coup, voilà, c'était chouette pour moi de participer avec vous. Oui, et puis en plus, je me permets de rajouter quelque chose, c'est le fait que vous avez été vraiment investi aussi dans ce qui se passait pour Enoa et pour son sommeil. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que malheureusement, souvent le papa il reprend le travail plus rapidement que la maman. Il y a moins de temps de congé paternité. Et du coup, c'est sur les épaules de la maman que reposent les petits rituels pour les siestes, souvent le rituel du soir selon l'heure à laquelle rentre le papa, etc. Et c'est pas toujours évident. Et là, de voir que papa peut vraiment aussi avoir sa place, son rôle, et puis que ça peut être même décisif finalement dans la façon dont se déroulent les choses, c'est vraiment très intéressant. Donc oui, d'avoir une voix masculine aujourd'hui, c'était très, très chouette d'avoir votre retour. Merci beaucoup Thomas pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis je ne peux que vous souhaiter une très bonne continuation avec Enoa et puis avec votre petite famille. Merci à vous. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fait Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo.